Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a quelques épisodes de cela, dans ce podcast, on s'est intéressé à l'affaire Gabriel Matzneff, du nom de cet écrivain désormais sous le feu de l'actualité pour ses écrits et ses actions passées accusées de pédocriminalité. Au cours de cet épisode, dans la discussion, s'est invité un début de réflexion autour de la morale et de sa place dans toute cette histoire. Dès qu'il est question de mœurs, de changements dans nos perceptions, de remise à plat de nos rapports les uns aux autres, on agite assez rapidement le chiffon rouge de la morale ou de la moralité, souvent présenté comme une volonté de censurer les esprits les plus libres au nom de valeurs rigides. D'où d'ailleurs l'expression « ordre moral » qui ressort facilement dans ces cas-là. Pourquoi cette perception si négative ? Est-ce que c'est dû à la connotation religieuse d'un terme qui pourtant existe bien au-delà de cet univers ? Et est-ce qu'il n'est pas possible de faire coïncider morale et liberté ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour en discuter, c'est la philosophe Laurence De Villers, doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Elle a signé en fin d'année dernière l'ouvrage « Être quelqu'un de bien » chez PUF, un livre où notre sujet s'invite à bien des égards. J'ai commencé par lui demander tout simplement, c'est quoi la morale ? Alors, la morale, c'est deux choses, c'est deux expériences qui selon moi sont cruciales. C'est ce moment d'hésitation infime qui fait que tout d'un coup, le cours des choses s'en suspendu et je me demande ce que je vais faire. À mon avis, c'est l'expérience fondamentale. Je suis à deux doigts de mentir, je suis à deux doigts de pas m'insurger, je suis à deux doigts de pas m'indigner, je suis à deux doigts de laisser faire, de laisser dire. Dans mon livre, je donne l'exemple de ramasser ou pas un billet de banque par terre que quelqu'un a fait tomber. C'est ce moment du temps où le temps est arrêté, en réalité. Et où on se dit que là fait irruption quelque chose qui est autre chose que le cours ordinaire de nos envies, de nos occupations, de nos haines, de nos sympathies. Il y a tout d'un coup, se fait jour un autre type d'enchaînement des choses où je peux précisément ne pas faire ce qui était prévu, ne pas faire ce qui était attendu, ne pas faire même ce qui me ressemble. Si je suis lâche, je peux tout d'un coup faire preuve de courage, ou si je suis courageux, je peux sombrer dans la lâcheté. Et ensuite, la deuxième expérience, mais qui va avec, à mon sens, c'est qu'ils disent que la morale, c'est en lien avec l'expression courante, se regarder dans la glace. Est-ce que, effectivement, si je fais ça ou si je fais pas ça, je vais pouvoir me regarder dans la glace ? Alors, bien évidemment, je suis pas naïve, avec tous les arrangements avec sa conscience qu'on peut faire, tous les pactes un peu lâches qu'on peut faire avec soi-même pour continuer à se regarder dans la glace. Mais n'empêche qu'il y a ce moment où il va falloir ou que j'ajuste les choses pour supporter de ne pas avoir fait ou d'avoir fait telle ou telle chose, ou alors est-ce que je vais vraiment pouvoir me regarder en face ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre avec moi-même après avoir fait ça, ou ne pas l'avoir fait ? Voilà, pour moi, vous voyez, c'est l'expression courante, se regarder dans la glace, ça me semble fondamental. Et l'expérience tout aussi fondamentale de cette entrée dans la morale qui n'est pas le cours ordinaire des choses. Mais est-ce que justement, on ne touche pas là du doigt directement une des premières difficultés quelque part, qui est que ce que vous décrivez là, c'est une expérience individuelle, ouais. Mais que le problème, c'est de réussir à la faire coexister, la faire cohabiter dans une expérience collective qui ne va pas forcément dans le sens de ce ressenti. Complètement d'accord. Enfin, là, vous formulez là un des plus gros problèmes de la morale. C'est lui que les philosophes n'ont pas cessé de se renvoyer les uns les autres. L'objection que vous me faites, c'est celle que Hegel va faire à Kant, ni plus ni moins. Donc, c'est pas deux andouilles en philo, ces deux-là. Donc, Hegel va effectivement dire à Kant, ce que vous décrivez, et qui est mon école à moi, qui est très proche de ce que je viens de vous dire, comme le fait moral, c'est un fait individuel, c'est la conscience morale d'un individu. Mais cette conscience morale, elle peut pas flotter dans les airs, il faut qu'elle s'incarne dans une société et dans un monde. Donc effectivement, c'est un des grands problèmes de la morale, à quoi est associé aussi un autre problème, mais qui est lié à ce que vous disiez, qui est le relativisme. Ça peut être mon expérience morale à moi, mais qu'est-ce qui me fait dire que c'est la vôtre aussi et que c'est celle d'une société, d'une civilisation, d'un continent, d'un monde, d'une planète, d'une époque. Donc voilà les deux objections. Alors à la première, je pense qu'en fait, et ça répond aussi à la deuxième objection du relativisme, que contrairement à ce qu'on peut dire, il y a quand même un accord sur ce qui est bien ou pas bien de faire. Et moi, ce qui me frappe, c'est pas tant les divergences d'opinion que la convergence des opinions. Quoi qu'on dise, il est à peu près pareillement considéré que laisser quelqu'un injustement condamné, c'est mal, que faire quelque chose qui est au-delà, voire contre mes intérêts, c'est bien. C'est admirable, que s'insurger contre l'injustice, c'est bien, que laisser faire l'injustice, c'est mal. Donc en fait, moi, ce qui me frappe, contrairement à ce qu'on dit le plus souvent,
c'est pas la divergence des opinions, c'est la convergence. Alors après, qu'il y ait divergence, oui, parce qu'il y a toujours arrangement avec sa conscience morale. Il y a toujours une difficulté aussi pour une société à mettre en œuvre et à mettre en application sous forme de loi, de commandement, de procès, de jugement, de politique, cet appel moral. Ça, je suis d'accord, je dis pas que c'est pas difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile que forcément ça sombre dans le relativisme, je le crois pas. Donc, je pense que dès qu'il y a cette sorte d'injonction morale ou cet appel, moi je préfère dire appel, qu'on ne peut pas étouffer. Je crois qu'il y a une évidence de ce qui est bien et une évidence de ce qui est mal. Évidemment, surgit la difficulté à le mettre en œuvre. Et pour moi, la différence entre morale et éthique, elle se joue là. D'ailleurs, c'est son sens de l'éthique en histoire de la philo, c'est que la morale, c'est cette espèce d'absolu du bien et du mal en majesté ou en majuscule, comme vous voulez, en lettres capitales. Et puis l'éthique, c'est la difficulté de les mettre en œuvre dans le concret de la vie, dans le concret d'une époque, d'une société, d'un monde et de relations entre individus. Mais l'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'une morale qui retrousserait pas les manches, n'aurait pas les mains dans le cambouis du réel, ça serait pas une morale, ça serait un vœu pieux. Mais une éthique qui serait juste une question de procédure ou juste une question politique même, ne suffirait pas parce que chacun de nous entend cette espèce, alors je vais dire un gros mot, mais cette transcendance du bien et du mal. Et c'est ça pour moi toute la difficulté, mais en même temps la force de la morale, c'est que à la fois c'est dealer avec un absolu, c'est pas mon petit bien, mon petit mal, ce que je juge selon mon précaré qui est bien ou qui est mal. C'est le bien et le mal absolu comme expérience absolue de morale, et en même temps l'impératif de le mettre en œuvre et de le rendre concret. Vous voyez, c'est les deux à la fois. C'est à la fois l'absolu, qui n'est pas seulement mes appréciations et mes envies à moi, mais qui me transcende, qui me dépasse, mais qui me convoque moi en propre. C'est moi en propre qui dois faire exister le bien dans ce monde. Et précisément, la morale, c'est faire exister le bien dans ce monde. Il y a l'inquiétude de faire advenir dans le réel, le concret du monde. Vous voyez ? Oui. Les deux à la fois. Et effectivement, c'est difficile. Et effectivement, je suis pas loin de dire qu'il y a là comme un mystère. Le mystère du fait que la morale est absolue et en même temps qu'elle me concerne moi, ici, maintenant, en propre. La morale est sans doute la seule chose qu'on puisse pas déléguer. Personne ne va le faire à votre place. Et c'est à la fois un absolu, vraiment. On sent très bien que le bien, par exemple, la bonté, le bien, faire le bien, me demande quelque chose qui est au-delà peut-être de mes penchants, de mes désirs, de mes habitudes, au-delà de moi-même, d'une certaine façon, de mon caractère, de mes envies, mes préoccupations. Et en même temps, ça me demande de le faire très concrètement, ici, dans ce monde, avec vous, avec moi, avec les méchants, les gentils, les cyniques, ceux qui n'y croient plus. C'est deux choses à la fois. Pourquoi est-ce qu'on a la sensation, c'est une des questions qui guide un peu cette réflexion qu'on a là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a la sensation que la morale, c'est devenu un gros mot ? Et alors d'abord, vous avez raison. C'est quand on dit morale, on sent tout de suite qu'il y a une forme de réticence, et c'est vrai qu'on préfère le terme d'éthique. Parce qu'on a l'impression que l'éthique, c'est plus personnel, c'est plus concret, c'est moins leçon de morale. En fait, le problème de la morale, c'est qu'il existe une expression comme leçon de morale. Et que de fait, ça lui semble attaché. Alors, ma première réponse est de dire non, parce que moi, j'associe la morale à la liberté. Il y a une expérience incomparable de liberté dans la morale, précisément pour la raison qu'on a vue au tout début, c'est que la morale, ça suspend le cours ordinaire des choses et même de mon caractère, qui est une forme de fatalité. Mon caractère, c'est la première fatalité de l'existence. C'est je suis celui que je suis. Même si je peux me dire que je peux changer, c'est quand même très rare de changer. Eh bien, la morale, c'est cette expérience qui suspend toutes les fatalités. La fatalité du désespoir, du fait que ça sert à rien, qu'on pourra rien y changer, et la fatalité du fait que je suis celui que je suis, et que par exemple, je suis plutôt lâche, et que dans la vie, je laisse plutôt dire ou faire. Eh bien, la morale, ça me donne l'occasion de suspendre tout ça, et que de lâche hier, je peux devenir héroïque aujourd'hui. Donc, je vous répondrai non, c'est pas un gros mot, c'est l'équivalent de la liberté pour ces raisons-là. Ensuite, je vous dirais oui, effectivement. C'est un gros mot parce que la morale fait penser à la leçon de morale parce qu'il y a une contrainte dans la morale. On ne peut pas le nier. Il y a cette expérience de liberté, c'est, je crois, le seul domaine, le bien, faire le bien, éviter le mal,
ou condamner le mal, ou l'empêcher, ce seul domaine où je suis comme au-dessus du cours normal des choses, du cours de l'enchaînement nécessaire des choses, téléphoner, téléguider, déjà joué d'avance. Mais en même temps, ça me demande un effort. Il y a une forme de contrainte dans la morale qu'on doit pas nier, parce que justement, c'est quand même aller à l'encontre, alors de soi-même, mais beaucoup plus simplement encore, aller à l'encontre de ma tranquillité. Ça prend du temps, la morale. La morale, voilà, c'est toujours un détour. C'est plus simple de dire ouais, ok, j'ai pas le temps. C'est plus simple de dire bon, ça me concerne pas. C'est plus rapide et facile de dire bon, on n'y changera rien. La morale, c'est toujours quelque chose qui m'amène là où je voulais pas aller. Toujours. Donc ce détour, ça peut être une expérience de liberté, mais dans l'immédiat, ça me semble toujours quand même ok, ça va me prendre combien de temps de faire une bonne action? Parce que ça prend du temps. Et ne serait-ce que ça fait qu'on associe la morale à un gros mot, c'est-à-dire oui, quand même, à une contrainte, à un poids. C'est un peu un boulet. Voire pire, c'est associé régulièrement encore aujourd'hui à l'opposé de la liberté, à la censure, à la moralisation, à l'empêchement. Alors, vous avez complètement raison. Et alors, pour moi, la morale doit être tout sauf la censure. Parce que pour moi, la morale associée à la censure, il faut pas. C'est le puritanisme. C'est la moraline dont parle Nietzsche, mais c'est pas la morale. Tout ce que je fais par obéissance ou par conformité, même à une morale, c'est pas la morale. Puisque la morale, ça doit être précisément l'expérience de cette capacité que j'ai d'agir envers et contre tout. Même envers les codes de bienséance, même envers les lois, même envers les codes de morale. Pour moi, dès qu'il y a obéissance, il n'y a pas morale. La morale, c'est pas une convenance, c'est pas une conformité, c'est pas cocher les cases de il faut. Ça, c'est une forme de puritanisme qui est s'arranger avec la morale. Le puritanisme, c'est croire que la morale, c'est une série de cases à cocher. Non, parce qu'on n'en a jamais fini avec la morale. On l'est pas une fois pour toutes. On l'est pas parce qu'on a rempli les cases. On l'est à chaque détour. Une bonne action, c'est forcément 10 000 autres. C'est pas juste, je vais dénoncer ça, mais alors, il faut que je l'écrive, il faut que je le fasse comprendre, il faut que je soutienne la personne lésée. Donc on n'en a jamais fini avec la morale, on n'est jamais sûr d'avoir lavé plus blanc que blanc notre conscience. C'est pas possible. Le puritanisme, c'est croire qu'on peut laver sa conscience. Mais non. Parce que ma conscience, elle est toujours conscience morale. Toujours dans la moindre de mes actions, dans le plus quotidien de mon quotidien, il y a je le fais ou je le fais pas. Il y a c'est bien ou c'est mal. Toute conscience est une conscience morale, donc on n'en a jamais fini. À moins de faire taire, d'amputer sa conscience. Ça, c'est tomber dans le mal. Mais c'est pas possible. Une des difficultés que moi j'identifie ou même je ressens face à ce concept de morale ou ces concepts de bien ou de mal, c'est que je l'associe beaucoup à un référentiel qui est religieux. Ah oui. Un référentiel de croyances. Et quand on n'est pas issu de ces croyances ou voire qu'on s'en détache, qu'on s'en méfie, c'est très difficile du coup d'appréhender ces concepts de morale, de bien, de mal. Alors vous avez complètement raison. Et encore une fois, vous touchez là un des grands problèmes de la morale, qui est qu'on a toujours l'impression que la morale n'est pas assez fondée. C'est-à-dire, oui, je fais le bien, mais au nom de quoi? Et donc, la religion, c'est simplement ce qui permet de répondre à cette inquiétude du fondement de la morale. Ouais, mais pourquoi je le ferais? Mais au nom de quoi? Et pour quel bien? Et pour quel bénéfice? Et qu'est-ce que ça va changer? Vous voyez, toutes ces questions qui, je dis pas qu'il faut les bannir, elles accompagnent la morale. Elles sont normales, elles sont pas malsaines. Et la religion, c'est simplement le fait que j'apporte une réponse à cette inquiétude morale. Alors la réponse chrétienne, par exemple, c'est de dire parce que il y a quelqu'un, Jésus de Nazareth, qui m'a dit que ce que je faisais ou que je faisais pas aux autres hommes, c'est comme si je le faisais ou je le faisais pas à lui. Et que si je suis croyant et que je pense que ce Jésus de Nazareth est celui qui me révèle ce qu'est Dieu, en fait je l'offense quand j'offense les autres. Quand j'offense le bien, j'offense Dieu. Donc, d'une certaine façon, je vous dirais, c'est simplement la réponse à mon inquiétude morale. Mais l'erreur des religieux, c'est de croire que cette réponse bannit l'inquiétude morale. Et là, on verse dans le puritanisme. C'est pas possible. Un croyant content de soi, à mon avis, est un croyant pas fréquentable. On ne peut jamais bannir l'inquiétude morale. Est-ce que le bien est advenu sur terre? Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Aucune religion ne doit le bannir. Si elle le fait, c'est qu'alors elle est devenue puritanisme, et qui est pour moi l'opposé de la morale, et d'une certaine façon l'opposé de la religion.
Donc la religion, c'est simplement tenter d'apporter des réponses à cette inquiétude morale sans la bannir. Maintenant, ce qui me semble intéressant, parce que c'est se mettre sur la crête la plus haute, c'est l'athéisme. C'est si je pense pas que offenser le bien, c'est offenser Dieu, je me retrouve avec cette inquiétude morale et toutes ces questions absolument saines, encore une fois, inévitables, qui sont mais pourquoi je le ferais, mais qu'est-ce que ça va changer, et puis pourquoi moi, et puis les autres ont qu'à le faire, et puis l'État a qu'à s'en charger, etc. Toutes ces questions que j'appelle les questions du fondement de la morale, qui tentent de répondre à la question à quoi bon. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est que quand vous êtes athée, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas la réponse à cette inquiétude morale, elle est d'autant plus forte. Je dirais qu'il faut d'autant plus être morale quand on est athée. Je le dis autrement, c'est que toutes ces questions qu'on peut pas s'empêcher de se poser, mais bon, à quoi ça va servir, et puis pourquoi je le ferais, et puis c'est pas à moi de le faire. En fait, précisément, être moral, c'est endosser toutes ces questions et se dire, je le fais quand même. Je le fais parce que ça me réclame moi, parce que c'est trop tard. J'ai entrevu ce qu'il fallait faire. Et si je ferme la porte, d'une certaine façon, ça va me tarauder, ou alors ça veut dire que je m'arrange avec ma conscience. Et puis je le fais parce que, non pas parce que Dieu me l'aurait dit ou Dieu me le commanderait, mais parce qu'il faut le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans l'expérience morale, il y a aussi l'idée que j'ai pas à demander pourquoi je dois le faire. C'est comme ça. Il y a une sorte d'évidence criante du bien. C'est ça qu'il faut faire. Faut pas que je laisse passer. Faut pas que je laisse faire. C'est indigne. Et bien ça, on se rend compte que dans un premier temps, il n'y a pas besoin d'apporter toutes les réponses à ces questions, à cette inquiétude morale. Il y a une injonction à faire. Et pour moi, c'est pas la religion qui me commande, c'est je sais qu'il faut agir. Voilà. La seule solution qu'on ait trouvée pour calmer un temps cette inquiétude morale, qu'on soit croyant ou pas, c'est d'agir. La morale, c'est l'action. Tout ce qui n'est pas l'action, qui suit cette manifestation évidente du bien à faire, ce sont des arrangements avec la conscience. Quelqu'un de moral, c'est quelqu'un qui agit. Point. Qu'il soit athée ou croyant. Ça change rien. Ce qu'il faut, c'est agir. Et je pense, il y a d'autant plus cet impératif de l'action, pour le croyant comme le non-croyant. Ça rejoint ce qu'on disait au début, que le bien qui se donne à moi sous une forme évidente me demande aussi avec évidence et sans délai d'agir, parce que le bien qui n'existerait pas dans ce monde ne serait pas le bien. Par ailleurs, sur le concept annexe et aussi souvent dégainé dans ces débats de moraline, cette fausse morale qui serait un mélange de pudibonderie et de bons sentiments, ma consoeur Chloé Le Prince de France Culture a signé récemment un long et passionnant texte sur le site de sa radio baptisé « Moraline, bien-pensance, néo-catéchisme » avec Matzneff, le retour des mots de la contre-offensive, dont je vous conseille la lecture. Merci à Laurence de Villers pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Adèle Ital El Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.